L'enjeu est essentiel. Placer l'Ukraine en position de force avant les négociations, c'est nécessaire. Et ce que nous voyons, ce sont des préparatifs de part et d'autre, chacun montrant ses muscles, et tout cela étant parfaitement prévisible au lendemain de la décision, le revirement de la position américaine de Joe Biden, d'autoriser l'Ukraine, dans certaines conditions, à utiliser des attaques MS, des missiles de longue portée, sur le territoire russe. Ce qui est essentiel aujourd'hui pour les Européens, pour les Français, pour l'Ukraine, c'est de se préparer à ce qui vient. Et ce qui vient, c'est un changement majeur dans l'histoire du monde et des relations internationales. C'est-à-dire ? C'est une Amérique qui change complètement, du tout au tout, dans son regard sur le monde et dans son positionnement sur le monde. C'est une Amérique isolationniste, c'est une Amérique unilatéraliste, c'est une Amérique protectionniste, et c'est une Amérique qui met en avant deux sujets qui vont bouleverser complètement le paysage, en tout cas des négociations en Ukraine, comme au Proche-Orient et ailleurs dans le monde. C'est une approche transactionnelle. On privilégie la recherche d'un deal, et c'est aussi une approche dominée par le souci de la paix, non plus par la force, comme le faisaient les néoconservateurs, en utilisant en permanence l'intervention militaire, mais c'est l'utilisation de la puissance, de la surpuissance, pour éviter justement d'avoir à recourir à l'arme militaire. Dans ces conditions, l'arrivée de Donald Trump, elle va imprimer mécaniquement un changement complet d'atmosphère et de rapport de force. Et ce qui se prépare dans les 2 prochains mois, c'est une vassalisation de tous ceux qui ne seront pas capables d'affirmer leur voix et leur rôle sur la scène internationale. Et ça vaut en particulier pour l'Europe. C'est-à-dire que si nous ne nous préparons pas d'ici 2 mois, la voix de l'Europe ne comptera pas. Nous ne serons même pas autour de la table pour les négociations. Sur l'Ukraine, par exemple, qu'est-ce que ça signifie ? Sur l'Ukraine, ça signifie que l'Ukraine sera face aux États-Unis dans un dialogue entre Donald Trump et Poutine et devra accepter in fine la décision qui sera prise. Quelle serait la manière pour l'Europe de se placer dans ce conflit et, comme vous dites, de faire valoir sa vision ? L'enjeu pour l'Europe, c'est d'être capable de peser sur les rapports de force. C'est-à-dire de se rassembler, d'abord de s'unir, ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui, de s'unir sur une position commune et d'engager dès maintenant avec l'Ukraine une réflexion stratégique sur ce qui constitue les lignes rouges et l'intérêt vital et de l'Ukraine et de l'Europe. Car ne l'oublions pas, M. Poujadas, on l'oublie parfois, nous avons partie liée. Face à l'agression russe, c'est tout le droit international qui est ébranlé. C'est la souveraineté de l'Ukraine, c'est l'intégrité territoriale de l'Ukraine, et cela nous affecte directement. C'est dire que si demain on revenait sur la souveraineté de l'Ukraine ou sur l'intégrité territoriale de l'Ukraine, nous basculerions dans un autre monde. Le monde de la force russe. Le monde de la puissance américaine qui cherchera également à rabaisser ou en tout cas à s'entendre en cas d'une transaction avec la Russie, sachant que Donald Trump aime les hommes forts. Il aime la paix des forts. Et c'est pour ça qu'il privilégie sur la scène internationale ceux qui sont capables de constituer pour lui, d'où le fameux dialogue avec Kim Jong-un, le coréen, le nord-coréen, ceux qui sont capables de lui tenir tête et, à partir de là, de fabriquer un deal. Donc on le voit bien. Quelles sont les lignes rouges pour l'Europe en Ukraine ? Quelles sont les lignes rouges de l'Ukraine ? Est-ce qu'il est question que l'Ukraine puisse capituler ? C'est-à-dire renoncer à sa souveraineté juridique, à la possibilité de contracter, de faire ses alliances, renoncer à son intégrité territoriale, c'est-à-dire à 20% de son territoire. Est-ce que vous pensez que l'Ukraine peut éviter cela ? Je crois que l'Ukraine peut l'éviter si, tout de suite, dès maintenant, avec les Européens, on est là pour fixer cette exigence fondamentale du cahier des charges de ce que pourrait être un règlement. Est-ce qu'on peut imaginer autre chose aujourd'hui que soit la capitulation, soit un gel de la situation, un cessez-le-feu qui consisterait à un gel sur la ligne de front. C'est la situation qu'on a connue en Corée du Nord et Corée du Sud. Est-ce qu'on peut imaginer autre chose ? Pour vous, ce serait inacceptable, en tout cas, ce gel du front tel qu'il est aujourd'hui. Je pense que c'est la seule chose qui aujourd'hui serait acceptable, sachant que ce qui est inacceptable, c'est la capitulation. Si on peut arriver, et si Donald Trump, avec des trésors de diplomatie, est capable d'inventer une paix, de tordre le bras de Vladimir Poutine, très bien, aujourd'hui, on ne l'envisage pas. Donc, s'il y a un cessez-le-feu avec un gel, la question qui se posera, numéro 1, c'est de le garantir. Et là, on voit bien que les Européens, les Ukrainiens et les Américains, si Donald Trump est dans cet esprit, devront peser pour faire en sorte que le rapport de force avec Vladimir Poutine puisse véritablement garantir.
Alors là, il y a différentes hypothèses. Je vois toutes sortes de propositions qui sont faites, envoyer des instructeurs, enfin toutes sortes de choses. Le président de la République avait évoqué l'envoi de combattants sur place ou d'instructeurs sur place également. Je pense qu'il y a aujourd'hui à prendre en compte le fait que s'il s'agit d'un cessez-le-feu qui permettra à l'Ukraine de retrouver pour un temps une vie normale, sans perdre sa souveraineté, sans perdre le bénéfice d'un combat qui a été terrible et qui a conduit à la mort de centaines de milliers d'Ukrainiens. Il est donc difficile d'imaginer que tout cela n'ait servi à rien. Donc, pour l'Ukraine, je pense qu'il pourrait être proposé par les Européens, peut-être par les Américains, que si ce cessez-le-feu n'était pas respecté, à supposer bien sûr qu'il n'y ait pas de provocation de notre part, mais dans un esprit de bonne foi, pour un nombre d'années fixé à l'avance, eh bien, nous imposerions, en quelque sorte, une position de défense du territoire ukrainien. Nous l'avions imaginé avec la Libye au début du processus, avec la résolution 1973 en 2011, donc de défense du territoire ukrainien dans le cadre d'une zone de non-survol. Il ne s'agirait pas de le faire. Il s'agirait de dire que là, il y a une ligne rouge si le territoire ukrainien est attaqué, et il s'agirait de la rendre crédible. Qu'est-ce qu'on a vu depuis 2 ans ? Attendez, pardonnez-moi. De ligne rouge en ligne rouge, on a cessé de modifier les lignes rouges qu'on se fixait. Là, il ne s'agit pas d'attaquer, il s'agit de dire le cessez-le-feu, après tant d'années terribles, ne doit pas être remis en cause unilatéralement. S'il l'était, nous considérerions alors que nous avons, en tant que garant de l'accord qui a été signé, le droit, dans une logique défensive, il ne s'agirait pas de prendre l'initiative, le droit de protéger le territoire ukrainien, parce que l'Ukraine entend elle-même respecter cet accord. Avec nos avions, avec notre flotte militaire. À déterminer les modalités, mais je crois que nous devrions peser sur le fait que nous n'accepterons pas que le cessez-le-feu soit rompu unilatéralement par la Russie dans ce cadre-là. Avec le risque d'engrenage que ça peut comporter. Monsieur Poujadas, je fais l'avocat du diable. Non, mais j'ai bien compris. Il s'agit, pour nous, de revenir à ce qui est l'essentiel et qui fait le lien entre l'actualité de ce soir sur l'Ukraine comme sur le Proche-Orient. Ce lien, c'est quoi ? Et pourquoi l'Europe doit s'organiser dans les 2 mois qui viennent ? Et pourquoi la France doit prendre la tête de cette action européenne ? Ce qui est en cause aujourd'hui dans le monde, avec l'arrivée de Donald Trump, c'est la perspective pour Donald Trump d'un monde sans règles, d'un monde sans loi, d'un monde fondé sur la puissance et les rapports de force. C'est pas le monde que nous avons voulu construire après 1945 ni après 1991. Il faut donc tout de suite poser avec nos partenaires, les Européens avec l'Ukraine, les Européens avec les pays arabes modérés du Moyen-Orient, que nous allons nous organiser pour faire respecter un certain nombre de lignes rouges et poser la nécessité de respecter les principes. J'en pose 2 pour le Proche-Orient. On va y venir au Proche-Orient, mais dernière question sur l'Ukraine. Oui. D'abord, on comprend bien, ça signifie le risque de l'engagement, mais vous dites il faut être prêt à prendre ce risque pour défendre notre vision de règles internationales que nous devons poser. Alors, ça, on l'a bien compris. Mais quand vous entendez Vladimir Poutine menacer, alors c'est pas tout à fait le cas de figure que vous évoquez, mais tout appui militaire à l'Ukraine aujourd'hui, est-ce qu'on doit en avoir peur ? Monsieur Poujadas, une négociation va s'engager. Dans cette négociation, il s'agirait de se fixer un point d'arrivée. Ce point d'arrivée peut être le cessez-le-feu et l'arrêt des violences. Que nous posions, nous Européens, l'Ukraine, les États-Unis comme règle, que ce cessez-le-feu doit être intégralement respecté et qu'en aucun cas il ne saurait être unilatéralement rompu. Le risque d'engrenage est relativement court, puisqu'il est clair que celui qui agresse une nouvelle fois subira alors non pas la sanction, mais la garantie que la partie d'en face s'organisera pour protéger le territoire ukrainien. Intervention militaire pour dans le ciel. Protéger le territoire ukrainien. Il s'agit de dire à l'avance que ce que nous signons, un cessez-le-feu, sera garanti. Alors, il s'agit de prévoir, et ça les diplomates savent le faire, toute une série de clauses pour faire en sorte que ce ne soit pas une décision qui soit prise par inadvertance, qui soit mûrement réfléchie, qu'il y ait un certain nombre d'éléments de précaution et de communication. Il faudra donc établir une ligne, reprendre un dialogue avec Moscou pour faire en sorte que les choses n'arrivent pas par accident à se dégrader. Mais il faut poser une règle, c'est que le respect d'un accord,
le respect du droit international, c'est quelque chose de majeur. Et c'est pour cela, Monsieur Poujadas, qu'il n'y a pas de différence aujourd'hui. Et nous avons, nous, dérapé en Ukraine quand nous n'avons pas compris que ce que nous faisions en Ukraine, nous devions le faire aussi au Proche-Orient. Alors venons-en. Le respect du droit international ne se divise pas. Le respect du droit humanitaire ne se divise pas. On ne peut pas s'indigner de ce qui se passe à Boutcha et ne pas s'indigner de ce qui se passe à Gaza. Alors